Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Radio Solidarité et Progrès qui a pour but de vous fournir toutes les armes pour libérer la France de cette occupation financière, économique et culturelle qui est en train de nous détruire et que Jacques Cheminade a mis au cœur de son programme présidentiel depuis le début. Je suis Christine Bière et nous sommes le 19 janvier 2017. Commençons d'abord par notre situation en Europe. L'Europe est actuellement sous un choc. Elle est en crise face à deux rouleaux compresseurs qui s'avancent sur elle à toute vitesse. Il y a d'abord le rouleau compresseur Trump. Dans une interview à deux grands médias européens, le Bild allemand et le Times de Londres, le 16 janvier, Donald Trump a lancé une attaque frontale, comme il semble en avoir l'habitude, contre tout ce qui avait été identifié jusqu'à présent comme les valeurs les plus sûres américaines sur le continent européen. D'abord, il a félicité la Grande-Bretagne pour son Brexit réussi, et non seulement ça, mais il a incité ensuite les autres pays européens à la suivre. Ensuite, il s'est attaqué à l'OTAN, l'organisation militaire de tous les pays de la zone transatlantique, qui jusqu'à présent fixait l'appui et le beau temps militairement, et qui l'a qualifié carrément d'obsolète. Enfin, il a levé le dernier tabou de ces derniers temps, il a condamné les sanctions contre la Russie. C'est-à-dire qu'en une seule interview, Trump, avec son style direct et brutal, a mis fin au rêve d'empire que les néoconservateurs au pouvoir aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les Bush, les Clinton, les Obama, les Blair, ont tenté d'imposer au monde après la chute du mur de Berlin en 1989 et après la fin du communisme en 1991, car ils s'estimaient être les vainqueurs de la guerre froide. Trump va même plus loin, car l'OTAN, la haine des Russes et la promotion de l'union de l'Europe pour les combattre, voilà les trois recettes mises de l'avant par Truman pour démarrer la guerre froide donc, après la guerre. Difficile d'imaginer que l'Union européenne, c'est-à-dire pas l'Europe, mais l'Union européenne, va survivre si Trump a décidé d'éliminer ces valeurs de sa présidence. Car aujourd'hui, c'est seulement sous la pression des États-Unis, sous ces menaces, et par les fonds américains qui, via différentes fondations, via les ambassades, via différentes agences, alimentent une foule des communicants, des médias, d'hommes politiques et des intellectuels. C'est seulement par ces moyens que ces valeurs américaines ont pu résister autant en Europe. Deuxième rouleau compresseur qui déferle sur l'Europe, celui de la nouvelle alliance sino-russe qui exige, elle, de son côté, de mettre fin à cet ordre géopolitique de guerre et de destruction qu'on a vu déferler sur la planète depuis justement la chute du mur. Il s'agit là d'une alliance faite par deux hommes de caractère et d'exception exceptionnels. Donc, à Vladimir Poutine, c'est à la Russie, la stratégie, c'est l'action militaire, c'est pour mettre fin en Syrie et ailleurs aux guerres insensées des Anglo-Américains et de leurs alliés français et autres. À la Chine de Xi Jinping, la stratégie économique pour sortir le monde de la crise grâce à ces nouvelles routes de la soie maritime et terrestre qui sont déjà en train de créer les conditions d'une nouvelle ère de progrès à travers le monde et pour toute l'humanité. Mais plutôt que de voir ces offensives comme une chance pour refaire cette Europe, ce qui prend de l'eau de toutes parts et qui ces dernières années s'est avérée totalement incapable de résoudre des crises existentielles pour ses citoyens, notamment la crise financière de 2008 et la crise des migrants plus récemment, c'est plutôt que de voir ça comme une chance, les élites françaises cherchent à se cramponner à l'Union européenne et à la porter plus loin. C'est le cas, bien sûr, de Laurent Geoffrin de Libération, qui, dans un éditorial récent, réclamait une union budgétaire plus proche.
Le cas aussi de Jean-Louis Beffa, qui est pourtant un industriel et qui n'a trouvé mieux qu'à appeler à une alliance plus forte avec l'Allemagne et avec plus de réformes, les mêmes réformes qui n'ont pas enrichi toute l'Allemagne ni réussi à toute l'Europe. C'est le cas aussi de notre Premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui s'est fondu d'une déclaration appelant à une Europe de la défense, qui en fait n'a jamais eu envie d'exister, autre que dans la pensée française. Mais le cas le plus clinique est celui de Jacques Attali, qui, dans sa dernière colonne dans l'Express du 18 au 24 janvier, explique, je cite, que la situation actuelle place l'Europe dans une situation géopolitique radicalement neuve. Pour la première fois, dit-il, elle se trouve face à 3 grands pays qui ne veulent pas d'alliance avec elle. La Russie de Poutine, qui veut juste reconstituer son propre statut de grande puissance. La Chine de Xi Jinping, qui veut nouer des accords avec la planète entière pour affirmer sa puissance. Les États-Unis de Trump, bien sûr. Pour les 3 plus grandes puissances du monde, dit Attali, l'Europe n'est plus un partenaire, c'est une proie. C'est le moment rêvé, dit-il, de se débarrasser d'un rival potentiel. Alors, que propose M. Attali? Plus d'Europe. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup de nos élites, il est infecté par la pensée géopolitique de Haushofer et de Mackinder, qui pourtant nous a conduit à 2 guerres mondiales, selon lesquelles un pays n'est puissant que s'il a beaucoup de population et beaucoup de grands espaces. C'est pourquoi il propose lui aussi une Europe de la défense. Mais quelle idée! Pourquoi ne pas proposer une autre politique économique que celle qui a été menée jusqu'à présent et qui nous a conduit au bord du gouffre? Pourquoi proposer une Europe de la défense? Allons-nous faire la guerre, menacer donc la Russie? Allons-nous faire la guerre contre les États-Unis ou contre la Grande-Bretagne? Tout ça apparaît vraiment étrange. On voit en fait par ailleurs que M. Attali et d'autres n'ont jamais été gaullistes. Car s'il l'avait été, il comprendrait bien qu'un homme avec des idéaux, avec une créativité et avec un grand volontarisme, a été capable à lui seul de porter la France au cœur du peloton des nations les plus industrialisées de la planète au XXe siècle. C'est donc la façon de voir ces problèmes. Alors pour Solidarité et Progrès, ce qui soutient la candidature de Jacques Cheminade à la présidentielle, cette crise européenne est au contraire la bienvenue. C'est le moment que nous attendions pour provoquer le retour à une Europe des nations. Vous savez, on nous disait toujours il est impossible de revenir en arrière. Eh bien, on peut non pas revenir en arrière, mais reprendre certaines valeurs sûres du passé pour rebondir sur le futur. La France et l'Allemagne devraient dès maintenant, ils auraient dû déjà le faire, se concerter pour organiser une réunion, un sommet avec les pays fondateurs de l'Europe originale, plus l'Espagne, par exemple, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, le Benelux, l'Italie et l'Espagne, et décider que toutes ces nations retrouveront leur souveraineté économique et financière, qu'elles pourront rétablir la pleine puissance de leur banque centrale sous contrôle public, et que, ayant fait ça, elles pourront créer un système européen de banques nationales qui permettra de continuer la coordination entre toutes ces économies proches l'une de l'autre, mais qui ont pris d'énormes écarts entre elles. Et une fois qu'on aura fait cela, c'est à condition de faire une réforme financière digne de ce nom, c'est avec un Glass-Steagall au niveau de toute l'Europe, c'est une mise en faillite des créances douteuses, spéculatives. Là, on pourra reprendre les émissions du crédit productif public pour organiser une relance par les infrastructures les plus modernes et la R&D la plus avancée. C'est avec ces priorités-là que l'Europe des nations pourra aller voir la Chine et la Russie, qui ont visiblement les mêmes priorités de leur côté. C'est avec ces priorités qu'elle pourra revoir Trump et les États-Unis, car
nous ne savons pas s'il va réaliser ses promesses. Mais Trump avait proposé donc, dans un discours à Charlottesville d'adopter le Glass-Steagall Act du XXIe siècle. Et il y a au minimum un de ses conseillers, prochain ministre, Wilbur Ross, qui soutient cette politique depuis 2012. Et la présidence Trump a aussi annoncé donc, un programme de développement des infrastructures pour reconstruire l'Amérique de 1 000 milliards de dollars. Revenons maintenant à la politique de la Chine des nouvelles routes de la soie. Comme je l'avais indiqué dans mon émission précédente du 6 janvier, la Chine a connu un développement fulgurant depuis 38 ans, ce qui lui a permis, à partir de 2013, de lancer un plan de relance par les infrastructures qui est de 12 fois la taille du plan Marshall à travers le monde. Et la Chine, de son côté, et les BRICS ont créé tous deux des institutions financières, des banques d'infrastructures, des fonds de nouvelles routes de la soie qui permettent au pays d'investir dans les infrastructures. Le Figaro Saumon du 18 janvier décrit ce projet sur 2 pages avec luxe de détails. Et c'est tout à son honneur. Sur une belle carte, on peut voir les 6 corridors de développement ouverts par la Chine. Les routes maritimes de la soie qui vont vers l'océan Indien, l'Europe et le Pacifique Sud. Les oléoducs et les gazoducs, les chemins de fer rapides en construction. Le problème est que les auteurs et les analystes qui sont cités souvent dans ces articles, eux aussi infectés par la pensée géopolitique, n'y voient qu'un moyen pour la Chine d'imposer sa suprématie mondiale. Ses intérêts, c'est un moyen pour la Chine de découler ses surcapacités. Ce projet que la Chine conçoit, certes en fonction de ses intérêts, mais aussi de ceux du monde auquel elle veut contribuer plus que tout, n'est vu que par le petit œil de la lorgnette géopolitique. L'incompréhension est aussi presque totale face au discours prononcé par Xi Jinping à la réunion de Davos, en ouverture de la réunion de Davos. Pour la plupart des médias français, Xi Jinping n'a fait que pour la plupart des médias français, Xi Jinping n'a fait que se faire le chantre du libre-échange contre Trump qui amène, lui, l'Amérique vers un protectionnisme. Mais c'est étrange, s'agit-il du même libre-échange? Est-ce qu'on est en train de parler du libre-échange comme les Anglo-Américains en parlent ou est-ce quelque chose de différent? Et c'est là qu'on voit la compréhension presque totale de ce que fait la Chine actuellement. Quelles sont les différences entre ces deux systèmes? Voyons d'abord le système occidental, c'est le système libéral, de libre-échange occidental. D'abord, pour les Occidentaux, il n'est pas question que l'État dirige l'économie. Donc ce n'est qu'aux forces du marché, c'est d'engendrer l'économie, et qui dit force de marché dit les capitaux les plus puissants dans ces pays. Ensuite, au niveau des échanges avec l'étranger, pour les Occidentaux, il s'agit uniquement de la recherche du prix le plus bas possible pour payer pour les marchandises. Prix le plus bas, non pas c'est parce qu'il aura été engendré par des technologies les plus avancées, par le savoir-faire d'une main-d'œuvre qualifiée, mais prix le plus bas, c'est parce qu'il y a un pillage de la force de travail et des droits sociaux des employés. Autre est le libre-échange dont parle la Chine. Et il y a toute une série de mots qui sont utilisés, qu'on ne comprend pas très bien en Occident, mais qu'il faut comprendre. D'une part, il faut savoir que c'est déjà au niveau intérieur, la Chine a une économie de planification indicative de type gaulliste revendiqué. C'est-à-dire que ce n'est pas le marché qui fixe les priorités à l'économie chinoise, c'est un plan quinquennal indicatif qui le fait. Et ensuite, il y a ces mots qu'on ne comprend pas bien, c'est inclusif, connectivité, accord gagnant-gagnant et développement tiré par l'innovation.
Par ces mots-là, la Chine veut dire la chose suivante. Inclusive, ça veut dire que le développement qui doit avoir lieu doit concerner tous les pays, quelle que soit leur taille, quel que soit leur niveau de richesse. Toutes les populations, aucune ne doit être laissée sur le carreau. Connectivité veut dire que le progrès économique, infrastructurel, doit être amené le plus rapidement possible partout dans le monde, c'est parce qu'il va engendrer d'autres progrès. Et ça veut dire donc, le système de transport, dans le fluvial, dans le ferroviaire, dans l'aérien, et le système de transport des énergies et des télécommunications. Ensuite, il s'agit de signer non pas des accords perdants-gagnants, comme ceux qui sont signés aujourd'hui entre les pays du tiers-monde et les occidentaux, en Afrique notamment, ailleurs aussi, mais des accords gagnants-gagnants. Et enfin, c'est ce qui complète toute la différence, c'est que le développement proposé par la Chine n'est pas un développement du tourisme et du tertiaire, c'est simplement pour employer des gens dans le commerce et ces choses-là. C'est un développement qui doit être tiré par l'innovation, c'est-à-dire par le contenu découverte scientifique, application technologique de pointe et industrie. C'est ce système-là qui a permis à la Chine de sortir 700 millions de gens de la pauvreté depuis 38 ans. Et c'est ce qui lui a permis aussi aujourd'hui de pouvoir se payer, de pouvoir développer les meilleures technologies et les meilleurs programmes de recherche les plus ambitieux dans l'espace, le nucléaire de 4e génération plus sûr et la fusion thermonucléaire contrôlée. A contrario, le libre-échange occidental a provoqué depuis 70 ans une suite de crises de plus en plus importantes, crises financières de plus en plus importantes, de plus en plus rapprochées, et l'appauvrissement des populations en général, y compris des classes moyennes partout dans le secteur avancé, ainsi que l'enrichissement par un tout petit nombre de gens. Un rapport qui vient de sortir prétend même que 8 personnes posséderaient autant que la moitié du reste de la population. Voilà donc une belle leçon d'économie et de développement qui est donnée par la Chine pour nos économies en crise depuis si longtemps. On prétend que le chômage est une fatalité. Mais aussi, c'est pour une gauche française qui est devenue de plus en plus écologiste et malthusienne à travers les ans. Dans un texte récent, celui qui prétend être pour le progrès du peuple, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est un texte qui s'appelle l'Anthropocène, le mot de notre siècle. Jean-Luc Mélenchon, qui avait déjà rejeté l'énergie nucléaire, proposant de la remplacer par d'abord la géothermie et maintenant par les éoliennes en mer, a fait sienne les thèses de l'Anthropocène d'un dénommé Paul Crutzen, qui défend l'idée que l'impact ressenti par la planète des idées développées par les êtres humains et traduites dans la réalité par les technologies et résultant dans une croissance démographique importante, que ce système, maintenant, dit Jean-Luc Mélenchon, maintenant, ça a pris une vitesse absolument énorme et il est en train de nous conduire à une nouvelle 6e grande extinction massive de la biodiversité de la planète. Dans ce texte, Jean-Luc Mélenchon affirme les vieilles lunes des postulats de Malthus, qui prétendait que voilà, la population croît de façon exponentielle alors que les ressources sont finies et que en les exploitant, ils ne croissent que de façon arithmétique. Jean-Luc Mélenchon adopte la même idée, c'est sous une autre forme, où il dit qu'il y a une contradiction nouvelle majeure entre, je cite, le caractère infini des désirs et des besoins suggérés par l'économie de l'offre, qui est le moteur du capitalisme de notre époque, et le caractère limité des ressources qui permettrait d'y répondre.
C'est la même chose. Et Jean-Luc Mélenchon confond le mode de développement humain avec un capitalisme totalement dévoyé que nous connaissons effectivement depuis une trentaine d'années, mais qui n'a pas été celui, par exemple, de 30 Glorieuses, qui reste donc un exemple à réutiliser. Donc, ces postulats sont faux et nous pensons toujours comme Vernadsky, le savant russe qui est le premier à avoir développé le concept de la noosphère comme changeant la biosphère en bien par l'homme. Donc que c'est grâce à la créativité que l'homme a toujours trouvé de nouvelles ressources pour son accroissement. Actuellement en Chine, mais aussi en France, à Cadarache, dans le réacteur Tokamak, qu'on appelait autrefois Torsupra, et qui aujourd'hui est devenu West, qui est le pendant Ouest d'un réacteur similaire donc, qui agit en Chine. L'étincelle humaine travaille et progresse dans la voie de reproduire en laboratoire l'action du Soleil, c'est-à-dire la fusion thermonucléaire contrôlée. Et une fois que cette découverte sera réellement confirmée, donc on aura assez d'énergie pour l'espèce humaine dans les siècles à venir, et surtout de l'énergie pour pouvoir donc aller dans l'espace, parce que Jean-Luc Mélenchon mentionne aujourd'hui l'espace comme l'un de ses buts, mais en même temps prétend qu'on peut faire ça avec juste les éoliennes et la géothermie. Donc, n'en déplaise à tous les Malthusiens et à tous les tenants de la géopolitique, parce que là ils se rejoignent, c'est la créativité humaine qui rend la société humaine puissante et pas les conceptions de force et de masse. Donc avec ces paroles, je vous invite, si vous avez envie de connaître plus ces concepts, et si vous avez surtout envie de les faire connaître, à rejoindre vite notre campagne via le site Cheminade 2017.